On imagine que le pont Jacques-Cartier est encore fermé. Oui, écoute, je suis en train, à ce moment-ci, d'ouvrir la carte qu'on vous a présentée ce matin. C'est un peu moins rouge un peu partout, mais le pont Jacques-Cartier est complètement fermé dans les deux directions encore. On va avoir les détails sur ce qui s'est passé exactement avec le service de sécurité incendie. Mais regarde, on a reçu des textos, Benoît, une fois. On va aller à Jean-François Bélanger. Parfait. Mais les gens sont coincés, ça, c'est sûr, encore une fois. OK, mais on fera le tour de tout ça vers midi. Parfait, je mets ça de côté. Parfait. Cybèle Olivier qui arrive à l'émission. Oui, bonjour. Jean-François Bélanger est professeur adjoint à l'Institut des opérations militaires du Collège royal de défense du Danemark. Monsieur Bélanger, bonjour. Bonsoir. Bonsoir chez vous. D'abord, qu'est-ce que vous faites, vous, au Danemark? Moi, je suis professeur, comme vous le dites, à leur collège de défense. Où, comme la plupart des gens dans le milieu académique, on s'exporte pour pouvoir travailler dans notre milieu. Et vous vous adressez à qui, là? À qui vous êtes professeur? Pour qui? Nos étudiants sont les officiers de l'armée danoise qui, en général, ont besoin d'atteindre une maîtrise en études militaires pour pouvoir monter au rang de major ou l'équivalent à l'intérieur de leur service. OK. Donc, M. Bélanger, quelle est la réaction autant des militaires à qui vous enseignez, la vôtre, celle de la population au Danemark, devant les propos de Donald Trump? Je peux vous donner ma perspective à moi. Et puis aussi en lumière là, de ce qui a été dit à Davos, là, ouais. Je crois que de mon côté, écoutez, on a vu pas l'entrevue, là, mais le speech de M. Trump. Il dit enlever l'option militaire sur la table, ce qui est, je pense que tout le monde va souffler un peu à ce niveau-là. Mais je pense que le plus important, c'est que entourant tout ça, on reprend un peu le langage de J.D. Vance qui parlait d'intercepteurs de missiles, du Golden Dome et puis tout ça. Puis à tout le moins, pour moi, ce que ça indique, c'est qu'il y a peut-être maintenant une porte qui s'ouvre pour une certaine négociation là, jusqu'à ce qu'il y ait environ 1 heure. C'était pas certain. Mais en même temps, est-ce qu'on peut se fier à ce que Donald Trump dit d'un jour à l'autre? Hier, en point de presse, M. Bélanger, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il parlait, il soulignait le premier anniversaire de son deuxième mandat, puis il dit « How stupid were we to give back Greenland to Denmark? » À quel point on a été stupides, nous autres, les États-Unis, de redonner le Groenland au Danemark. Puis à la question jusqu'où vous êtes prêt à aller? Il répond « You'll find out ». Là, aujourd'hui, il dit « il n'y aura pas d'intervention militaire ». Qui croire là-dedans? Je crois que ça s'inscrit... Je pense que vous êtes tout à fait d'accord où le problème qu'on a avec l'administration Trump, c'est que c'est toujours difficile de savoir... c'est quoi les enjeux, puis c'est jusqu'où on peut aller, puis tout ça, puis qu'est-ce qui va revenir sur la table, qu'est-ce qui ne va pas le rester. Mais je crois que ce qui est un peu constant, c'est souvent ce type de levier-là où on va faire entrevoir le pire, qu'on va reculer juste un petit peu pour après ça aller chercher une négociation qui, pour l'administration, va pouvoir être vue comme une victoire et puis tout ça. OK. Mais d'un point de vue militaire, M. Bélanger, ça, Donald Trump, c'est son côté peddler, là, de négocier puis de vendre des tours à condo. Mais d'un point de vue militaire, c'est une pente dangereuse. Tout à fait, mais c'est surtout c'est une pente dangereuse parce que ça met les États-Unis directement contre les alliés de l'OTAN. C'est sûr que c'est dangereux pour le Danemark, c'est dangereux pour l'Europe et puis tout ça, parce que de la minute qu'on commence à faire des menaces d'ordre militaire, puis on l'a vu dans le passé, des fois, cette escalade-là est difficile à contrôler, puis malgré qu'on voulait l'utiliser comme levier, on finit dans une situation qu'on ne voulait pas. C'est aussi problématique pour les États-Unis parce que si jamais les trucs s'enveniment et puis ils commencent à perdre des droits stratégiques en Europe, leur capacité de projeter de la force devient problématique et puis tout ça. Puis plus que ça, c'est un peu n'importe quoi au sens où, je l'ai répété à plusieurs reprises, il y a presque rien à quoi les Danois diraient non
pour assister la sécurité nationale des États-Unis entourant le Groenland. Dans les années 50-60, ils avaient le droit de baser des armes nucléaires sur l'île. Ça vous dit que, tu sais, il n'y a pas grand-chose auquel on dirait non, là. Fait que, puis, juste pour terminer, ça s'inscrit plus. Je pense que le reste de son allocution à Davos c'est assez révélatrice, là, où c'est vraiment sur le contrôle de l'hémisphère ouest qu'on planche, là. OK, mais justement, là, M. Bélanger, je l'ai lu aussi, là, tu sais, le Groenland, le Danemark disait, mais les États-Unis ont une base militaire, c'est vrai, est-ce qu'ils auraient pu négocier une présence accrue au Groenland sans avoir à recourir à toutes ces menaces? Ben oui, tout à fait, M. Dutrisac. Et puis, en plus que ça, surtout avec l'arrivée, par exemple, de la Suède et puis de la Finlande à l'intérieur de l'OTAN, les questions de l'Arctique sont devenues beaucoup plus importantes à l'intérieur de l'Alliance. Donc, il y aurait eu aussi probablement aucun problème à négocier quelque chose à l'intérieur de l'OTAN pour tout ça. C'est juste qu'on a fait ici, qui, à mon avis, n'est pas le bon choix. On a juste fait le choix de ne pas aller dans cette direction-là. OK. Alors, je disais, hier, je parlais à Chris Alexander, qui a travaillé au gouvernement de Stephen Harper dans les relations internationales, et il me disait que sa sœur, son épouse, vient du Danemark. Son frère a reçu l'ordre de déploiement de l'infanterie au Danemark. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes au courant? Non, je suis pas familier avec ça, si c'est le cas. Ça m'étonnerait pas. Je veux dire, on a eu, il y a des troupes supplémentaires qui ont été envoyées au Groenland pour démontrer le sérieux que le Danemark a pour pas dans un esprit de dire on va dissuader les États-Unis, mais plus pour reconfirmer que la sécurité de l'île, c'est très important pour le Danemark. Ouais, c'est 56 000 habitants en même temps. Là. Tu dis, on va pas quand même aller en Troisième Guerre mondiale pour une île de 56 000 habitants? Je pense que c'est outre que ça, et puis les ramifications pour l'OTAN. Je crois que la situation, l'aspect difficile de la situation, c'est un peu ça, où les alliés européens veulent pousser contre cette ingérence, appelons ça comme ça. Mais à l'inverse, il y a des considérations stratégiques pour différents États qui sont pas nécessairement les mêmes que le Danemark. Comme par exemple, les Polonais, les Allemands mettent beaucoup d'emphase sur la présence des Américains ou la collaboration américaine pour leur défense. Les États baltiques aussi, c'est la même chose. Donc, si tout ce qui se passait continuait vers l'escalade militaire, on aurait eu un problème au sein de l'OTAN où on se serait dit, ouais, mais on a 6-7 États importants qui ont besoin de la présence américaine. Donc, à quel point on est prêt à perdre ça vis-à-vis des considérations d'un allié puis tout ça. Je dis pas que ça aurait été discuté comme ça, mais c'est certain que c'est le genre de considération qui aurait circulé autour de la table puis qui aurait créé des problèmes. OK. 2-3 affaires avant qu'on se quitte, M. Bélanger. Oui. D'abord, est-ce que Trump a raison quand il affirme que la Chine et la Russie veulent prendre le contrôle de l'Arctique et du Groenland? Groenland, dans l'immédiat, au niveau de la menace, non. Oui, il y a de la présence, il y a des bateaux scientifiques chinois qui ont été vus, ou puis des brise-glaces, des brise-glaces russes. Par contre, des brise-glaces russes, oui. Puis à plus long terme, c'est certain quand on regarde la stratégie russe qui a été publiée jusqu'en, je pense, c'est 2050, je me souviens bien. C'est sûr que le contrôle de l'Arctique et puis le contrôle de ces voies navales-là, pour leur sécurité nationale, ils le voient comme étant extrêmement important. Donc, on a deux États qui voient la même chose. Et puis, la Chine continue de nous dire que c'est un État arctique adjacent. Il y a de la collaboration avec les Russes à ce niveau-là. Mais pour votre question pour le Groenland, c'est pas immédiat. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on regarde du côté pacifique, surtout là, au niveau là, de DOD aux États-Unis. Et puis la question, c'est, il y a eu en 2024 un exercice militaire avec des bombardiers nucléaires russes et chinois qui sont venus près de l'Alaska.
Et puis c'est ce type de considération-là, je dirais dans les médias qui est dans leur imaginaire collectif, mais est-ce qu'il y a une menace imminente sur le Groenland? Non. Est-ce que c'est un endroit qui, dans le futur, va devenir un point important? Aucun doute. OK. Et je lisais aussi, j'ai vu, on disait que les alliés européens ont acheté leur équipement militaire aux États-Unis. Puis l'aviation danoise des CF-35 ne décolle pas si la clé électronique n'est pas fournie, renouvelée par le Pentagone à toutes les 48 heures. Donc, les Alliés ont équipé aux États-Unis, puis c'est les États-Unis qui ont les clés du char. Mais je suis pas, mon expertise n'est pas dans les F-35, mais d'ailleurs, mais par contre, les F-35 volaient au-dessus de Greenland avec du support français hier, si je me souviens bien. Mais je pense que vous mettez le doigt sur une question qui est assez importante en ce moment et puis qui l'est aussi pour le Canada. C'est cette idée-là d'avoir acheté d'un allié qui maintenant décide d'utiliser des leviers économiques et des leviers stratégiques pour essayer d'aller exercer des concessions d'une façon qui est clairement pas acceptable pour les alliés. Donc, j'ai pas la réponse, okay. Mais je crois que ça va amener à des discussions assez importantes parce que en Scandinavie, sauf la Suède, tout le monde a des F-35. Là. OK. Et j'ai un auditeur, M. Bélanger, là, croyez-le ou non, là, qui me ramène à l'article 5, puis il dit, si vous avez quelqu'un qui connaît l'OTAN, posez-lui la question. Alors, je profite de votre présence à l'émission. On dit, l'article 5, on a l'impression que si un membre de l'OTAN est attaqué, ben tous les autres pays alliés vont monter à sa défense. Puis il dit l'action... Mais là, je lis l'article 5 et puis on dit si on est attaqué, l'action menée en vertu de l'article 5 peut impliquer ou non le recours à la force armée, et un consensus se dégageait sur un principe d'assistance mutuelle, mais il y a un désaccord sur les modalités de mise en œuvre. Donc, ça ne veut pas dire que les autres parties de l'OTAN, les autres pays de l'OTAN, vont nécessairement utiliser les forces armées pour défendre le Groenland, en l'occurrence. Ben, en fait, il y a un préambule à votre question qui est que, et puis vous l'avez dit en lisant l'article, l'OTAN est une alliance de consensus. Donc, de pouvoir discuter d'une question doit avoir l'approbation des 32 alliés pour pouvoir être discuté. Donc, dans un hypothétique conflit entre deux États alliés, il s'agit qu'un des alliés dise « Nous, on ne discute pas de cette question-là » et puis ben, l'OTAN ne discutera pas de cette question-là. Eh boy! Donc, les États-Unis fait partie de l'OTAN, va dire, moi, je veux pas parler d'une attaque contre le Groenland, donc les alliés ne pourront pas discuter de cette attaque. Ben, dans l'alliance, de la façon qu'elle est écrite et qu'elle est faite en ce moment, oui. Puis c'est un peu pour ça où les gens comme moi, et puis même la première ministre danoise disait que si jamais il y a une agression américaine sur le Groenland, ça voudrait fort probablement dire la fin de l'OTAN. Mais bon, il faut qualifier, mais c'est la fin de l'OTAN au sens où ça créerait un précédent où, de la façon que les articles sont écrits, on ne pourrait pas les utiliser. Donc, l'article 5 est nul et non avenu, là? Non, il faut qualifier. Dans la situation très pointue qu'on discute en ce moment, oui. En général, non. L'article 5, ce n'est pas automatique, mais la seule fois qu'elle a été activée, tous les alliés sont rangés derrière. Il faut juste pas oublier que c'est les États-Unis, après le 11 septembre, qui l'ont activé, la clause 5. Donc, historiquement, les alliés ont répondu. Le problème qu'on a en ce moment, qui n'a pas vraiment de précédent, ça serait une agression, malgré qu'il y a eu des conflits entre des pays de l'OTAN dans le passé. Ce qui serait un précédent, c'est qu'on aurait le pays dominant de l'Alliance qui attaquerait un plus petit allié et puis qui dirait « Ouais, mais non, mais nous, on n'en parle pas ». Donc, ça causerait fort probablement l'éclatement de l'OTAN ou tout le moins une réorganisation. Mais
l'organisation comme on la connaît en ce moment ne pourrait pas répondre de la façon qui, normalement, selon ses protocoles, devrait pouvoir répondre. Jean-François Bélanger, prof adjoint à l'Institut des opérations militaires du Collège royal de défense du Danemark. Monsieur Bélanger, un vrai plaisir de vous parler. Un gros merci. À la prochaine. Ça fait plaisir. Merci.